Cher 28 juillet 2024, bienvenue à votre émission Les coulisses de l'actualité, un décryptage de l'actualité du mois avec les professionnels des médias. Deux sujets majeurs au cœur de nos échanges ce dimanche, les échauffourées entre députés au Parlement de la CEDEAO et le début de la fin de la crise diplomatico-économique qui oppose le Bénin au Niger. Et pour nous accompagner ce dimanche, Arimi Choubadé et Vigile Avancé. Bonjour Arimi, très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Oui, bonjour Gilles, c'est le plaisir partagé. Bonjour Vigile, bonjour tout le monde. Bonjour Vigile, très heureux de t'avoir à nouveau sur ce plateau. C'est réciproque. Bonjour Jules, bonjour à Rémi, bonjour à tous. Bonjour aussi à tous nos amis internautes. Avant d'aborder les deux sujets que je viens d'annoncer, prenons quelques minutes pour avoir une pensée pour les militaires béninois tombés sous les balles des terroristes. Au cours du mois aussi, on a appris des attaques similaires au Togo et au Niger. Vi- euh, Pardon, est-ce que une meilleure coordination entre les États pourrait permettre de faire face de façon plus efficace aux terroristes dans la sous-région? Ah oui, mais moi je pense que c'est d'une évidence. C'est d'une évidence inexplicable. Et parce que aujourd'hui, la tension, si on prend entre le Bénin et le Burkina Faso, fait que l'accord que ces deux pays avaient, pour rappeler ce déplacement donc de Patrice Talon à Ouagadougou, quand il était allé voir le nouveau président d'alors, Ibrahim Traoré, avait pu négocier que l'armée béninoise puisse aller au-delà donc des frontières béninoises, aille dans cette zone-là, querellée entre les deux pays et pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre en chasse les terroristes. Et cela a marché. Moi, on dirait, donc aujourd'hui, avec les accusations d'Ibrahim Traoré, on peut penser que certainement c'est remis en cause et des informations que nous avons des militaires au front c'est remis en cause à partir du moment où on dit que vous êtes probable complice des terroristes. C'est comme si vous êtes aussi terroriste, vous êtes une menace. Donc, forcément, ce défaut de coordination, de mutualisation des efforts entre les pays ayant en commun d'être malmenés par le terrorisme, ça fait le bonheur des terroristes. D'abord, ce n'est pas du tout bon pour la lutte contre le terrorisme, je suis d'accord avec vous. Toujours sur la même question, Arémi, le fait que chaque État essaie de faire face à ce problème quand même complexe, est-ce que ça ne nuit pas à l'effort collectif de la sous-région pour pouvoir finir avec ce fléau qui date au moins d'une vingtaine d'années? Non, je vous dis que je suis impressionné par le fait que vous avez ouvert l'antenne par une minute de silence à l'honneur de nos soldats tués. Moi, je vis au Bénin, on n'a pas l'impression que quelque chose s'est passé. Nous sommes plus informés de ce qui s'est passé au Togo. Mais nous, on connaissait le bilan, on avait vu les et tout. Au Burkina, au Mali, au Niger. Mais ça se passe chez nous. Mais on n'a pas eu de voix officielle. On connaît même pas. On ne sait même pas. Alors, je crois qu'il y a 48 heures qui sont passées déjà après l'annonce, après l'information apparue dans un journal qui parlait de 12 tués. Après un autre journal, 2 tués, 14 disparus. Enfin, en dehors de cette bataille de chiffres, on n'a jamais eu, on n'a pas encore eu de voix officielle pour nous dire que comme ça, nous avons été déplorés. Nous sommes actuellement au Bénin en pleine effervescence de la fête. Et ça s'annonce assez fastidieux. Il y a du, il y a du bling-bling partout, il y a des décorations, vous restez des communes, des peintures comme auparavant. Il n'y a pas Donc déjà, les Bénins ne sont même pas conscients de ce qui se passe dans leur pays. Maintenant, quand vous parlez de coordination entre les États, je ne sais pas très bien ce que moi je constate, au-delà des discours, parce que quand on veut parler de coordination des deux États, on écoute du côté bénin, on n'écoute que des discours.
le chef a dit, le porte-parole de l'armée a dit, etc. Mais il s'est fait que Ibrahim Traoré dit autre chose sur ce qu'ils appellent la COPA. Mais ce que moi je remarque par exemple que le Bénin a démantelé la gendarmerie, qui était pratiquement excusez-moi, la première barrière à toutes nos frontières. Vous avez des gendarmeries qui étaient installées partout. OK, c'est une réforme de souveraineté du Bénin. On n'a pas dit, mais je me demande si et, et- et- et cette donne a été versée à la coopération dont vous parlez. Est-ce que les voisins savaient que le Bénin voulait faire une réforme pour créer ce que vous appelez garde nationale en lieu place de la gendarmerie? Écoutez, on a déjà démantelé, on a vu visiblement que la gendarmerie, qui est déjà une partie intégrante de l'armée, mais qui est astreinte des tâches de police dans la campagne, c'est-à-dire déjà un premier rempart qui a disparu. Donc, je me demande si cette réforme a été intégrée à la défense commune dont vous parlez, si ça a été intégré à la coopération dont vous parlez. Ça, c'est une observation. Et pour le moment, on dit oui, le président Talon allait à tout pour négocier, et que je ne sais pas si c'est les Burkinabés qui ont décidé de rompre l'accord, je sais pas, c'est ce qu'on veut nous expliquer. Mais concrètement, moi, je ne sais pas, je ne vois pas. Et je vous dis qu'on a tenu. On a considéré que cette histoire d'insécurité et de terrorisme est une histoire de guerre qui est dévolue à l'armée simplement. Vous savez que nous avons fait beaucoup de réformes. Nous avons vu dans le pacte que vous citez exactement, le pacte d'Ouvé, que comment appelle-t-on, ceux qui étaient conviés à la tâche de défense de cette forêt depuis des décennies ont été démantelés pour être remplacés par un corps qu'on appelle les Rangers ou un truc comme ça. Je veux bien comprendre. Soit si la lutte doit être menée contre le terrorisme, ça doit être une lutte de tout le monde. Hein? On doit associer tout le monde, pas seulement les voisins, mais également les citoyens béninois que nous sommes. Mais nous ne sommes même pas informés de ce qui se passe. Alors, si vous parlez maintenant de collaboration avec les voisins, moi, je veux bien voir en dehors des déclarations, je veux bien qu'on nous explique clairement ce qui se passe. Et même les différends entre le Bénin et le Burkina. Enfin, je crois comprendre que ça date de bien longtemps. Hein, et ça fait bien longtemps. Je suppose qu'il y a déjà eu des décisions qui ont été rendues et que chaque pays devait pouvoir s'organiser pour occuper les territoires qui lui reviennent. Et qu'on nous explique. Là aussi, il y a manqué de pédagogie. On est là à analyser, sur des analyses. Arrêtez, on n'a pas plus avancé que le reste, que le commun des Béninois pour apprécier le niveau d'engagement des deux États dans cette lutte-là. Maintenant, à la médiation des présidents Yahi Boni et Nicéphore Soglo dans la crise Bénin-Niger. Annoncée depuis plusieurs semaines, la délégation nigérienne était enfin à Cotonou ce mercredi. Au regard des brides d'informations qu'on a eues de cette rencontre au Palais de la Marina, peut-on dire, Vigile, que c'est le début de la fin de la crise? Il faut l'espérer, il faut l'espérer. Les premiers signes que nous avons donnent d'être optimistes. Quand on écoute, et puis c'est ce qu'on a entendu principalement, c'est peut-être mieux ainsi. Et quand on écoute les Nigériens, quand on a écouté les membres de la délégation nigérienne, notamment le chef de la délégation, le ministre de l'Intérieur, il était satisfait, ou du moins très satisfait, n'est-ce pas, de leur passage à Cotonou, de l'issue de la discussion. Mais de manière officielle, on ne nous a pas dit exactement ce qui en découle, ce qu'ils ont recueilli ou ce qu'on peut garder comme étant le fruit des discussions. Mais on peut, par exemple, à quelques éléments jugés de ceux dont il a été question, au moins on sait ce qui n'a pas été discuté, du moins de mon point de vue. On voit par exemple que le ministre du Pétrole n'était pas là, côté nigérien. Bon, sans doute, il n'a plus été question du pétrole, cela n'est plus à l'ordre du jour. Il reste quoi alors? Il reste la sécurité commune des deux pays, notamment euh, ce qui se passe ou ce qui se passerait du côté du Bénin dans les camps militaires
du Bénin, y a-t-il de base militaire ou pas? On ne sait pas ce qu'ils en ont dit exactement. Il reste quoi? Il reste la frontière également. Quand est-ce qu'il faut ouvrir la frontière? Quand est-ce que la frontière va être ouverte? Sans doute, c'est par rapport à cela que le chef de la délégation dirait pas que ben, ils sont satisfaits. On peut aussi espérer que les discussions, eh bien, les Nigériens se sont aperçus sans doute que le Bénin est disposé à discuter. Patrice Talon a montré plus de disponibilité. Je dis, hein, je me fais des analyses ainsi, qu'il a pu montrer plus de disponibilité qu'il ne l'appréhendait, que eux, Nigériens, ne l'appréhendaient. Donc, l'un dans l'autre, je crois que c'est bon pour le moral, c'est bon pour les rapports entre les deux États, c'est bon pour l'avenir des deux peuples, c'est bon pour les citoyens lambda. Arimi, une implication des deux anciens chefs d'État a eu l'intérêt au moins de rétablir le pont ou le dialogue entre les deux pays. Est-ce qu'on a eu tort au Bénin de n'avoir pas impliqué très tôt ces personnalités quand même hein, de référence qu'on avait au Bénin? On ne les a pas impliqués jusque-là. Ils se sont impliqués eux-mêmes. Ah, on a vu tout ce qu'ils ont fait. On pensait même qu'ils allaient être reçus par le président Talon après notre Niger. Et vous avez vu même à l'arrivée de la délégation nigérienne, il a fallu qu'ils soient là, pour les garants de ce qui va se passer. Donc, ils portent au bout du bras ce début du dialogue. Ah, et on ne sait pas juste à quel niveau, il y a d'autres, il y aura la sincérité pour aller jusqu'au bout. Parce que n'oubliez pas, la question de fond, c'est la question de sécurité pour les Nigériens. En tout cas, c'est de cette manière-là qu'ils présentent le problème. Pour eux, ce n'est pas une fermeture administrative, c'est une fermeture militaire, c'est un acte militaire. Ils ont déposé un obstacle sur le pont à les deux pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on ouvre les frontières de façon administrative, on ne peut pas passer. La voie est obstruée par un obstacle. Il faut aller l'enlever. Il faut peut-être voir s'il y a eu si l'obstacle a créé des dégâts sur le passage, les réparer. Et ça, c'est de façon la manière pratique sur ce point de passage. Puis après, est-ce que les raisons qui ont prévalu à cette mesure de défense, c'est un acte de défense et de sécurité, est-ce que les menaces, parce qu'à un moment donné, il était clair que bien c'était offert pour être le porte-flambeau d'une probable intervention militaire contre le Niger. Vous comprenez? Et à ce titre que les Nigériens ont érigé ce barrage. Donc, c'est autour de ça que les je ne pas que je dis, oui, le Bénin claque les doigts pour dire, bon, ça, j'ai ouvert ma frontière. Que les autres pour aller ouvrir les appréhensions ne sont pas les mêmes. Et donc, ouais, voilà, maintenant, il y a un début de collaboration, de dialogue. Et puis, sinon, en réalité, il n'y a pas de problème entre l'Union. En réalité, le passage est sécurisé. Quand vous prenez Cotonou jusqu'à Manaville, il n'y a pas de zone de turbulence où on peut dire, vous dites des ou des trucs de ce genre-là. Du côté du Niger, je ne peux pas, je ne sais pas. Et donc, je crois que c'est la question qu'il faut régler maintenant par rapport à les infiltrations, les terroristes de part et d'autre. Et ça, il faut trouver une formule, je ne sais pas à laquelle, il y a les militaires de deux côtés, il y a des experts des côtés, ils peuvent trouver les formules pour que chacun se sente être perçu comme une menace pour le Niger. Il faudrait que le Bénin cesse d'être perçu comme une menace. Et le fait même que les Nigériens puissent imaginer que le Bénin peut devenir une menace pour leur survie, c'est déjà un problème. Il faut recoller les morceaux. Il faut recoller les morceaux d'une situation qui a été créée par, soi-disant, des sanctions de la CEDEAO. On peut revenir là-dessus, puisque et si c'est dans le cadre de la CEDEAO, il faudrait quand même également que je serais allé régler ce problème avec les pays du Sahel. Là, au niveau, il y avait un front. On a dit qu'il y avait un front de la CEDEAO contre le Sahel par rapport aux histoires du coup d'État. Mais après, chacun individuellement allait régler
ces problèmes avec euh, euh, le Sahel. Et le Bénin est toujours là à chercher sa formule. Donc aujourd'hui, et n'oubliez pas que le Bénin n'est pas encore entré dans une situation globale avec les États du Sahel. On veut faire un compromis avec, sans régler le problème du Burkina. Je me demande si l'un dans l'autre, on va se retrouver au point de départ. Autant profiter de ce pont qui est aujourd'hui entre le Bénin et le Niger pour établir la discussion. Parce que les trois pays aujourd'hui de l'AES sont des corridors pour le Bénin, des corridors naturels depuis des années. Puis aujourd'hui, il y a tous ces problèmes que nous raconte. Et pourquoi ne pas, pour faire de bon, euh, élargir les discussions avec les trois pays, si possible, le Bénin, pour trouver une solution plus large au lieu d'aller négocier avec le Niger, tenter une formule, parce que je ne crois pas que le Niger va abandonner sa participation puis d'un arrangement avec le Bénin. Je ne crois pas, parce que quand ils étaient en difficulté, c'était les autres pays du Sahel qui étaient venus, qui leur étaient venus en aide. Le Bénin lui avait tourné le dos. Puis encore, le Bénin était perçu comme le point par lequel on pourrait venir libérer l'otage ou rétablir la démocratie au Niger. Vous voyez. Euh, donc, oui, on a fait beaucoup d'espoir sur l'intervention des anciens présidents, mais il faudrait qu'il y ait de la bonne volonté de part et d'autre, parce qu'ils ne peuvent pas être là à tout moment pour accompagner. Ils ne sont pas des adolescents qui ont besoin du grand air pour évoluer, pour pouvoir prendre la brèche et trouver des solutions qui ne dépendent plus des anciens présidents. Et je n'ai pas l'impression que tu pêches en matière. Ok. Vigile, tu le disais tantôt, le retour qu'on a eu de la rencontre au Palais de la Marina, ça vient de la délégation nigérienne. Est-ce que c'est un changement de stratégie de communication au niveau du pouvoir de Patrice Talon, contrairement à ce à quoi on avait assisté en début d'année où pratiquement chaque semaine, il y avait un point de presse de Patrice Talon sur la question? Je crois qu'il y a, au-delà de la personne de Patrice Talon, il y a quand même un mot d'ordre qui a été donné pour qu'on n'intervienne pas à n'importe comment sur ce sujet. Et je trouve que c'est très sage, c'est une très bonne chose. C'est ce qu'on avait toujours souhaité parce que vous parliez tantôt des sorties de Patrice Talon. Et n'oubliez pas aussi les sorties du porte-parole du gouvernement, du ministre des Affaires étrangères et de ce que nous appelons les clébés ici, ces communicants qui peuvent aller à tous les désordres sur les réseaux sociaux. Donc, tout le monde y allait. Donc, cela contraste bizarrement cette venue donc, des Nigériens à Cotonou contraste complètement avec ce qu'on a l'habitude d'observer, si bien que, comme je le disais, vous dites, c'est un mot d'ordre qui a été donné. Et c'est une très bonne chose. En de pareilles circonstances, on ne communique pas n'importe comment, hein. Il faut éviter, n'est-ce pas, de faire des déclarations à l'emporte-pièce, des déclarations qui pourraient gâcher les choses. Un mot de trop, un mot de moins, et ben, bonjour les dégâts, vous le savez très bien. Et donc, je crois que c'est à cela qu'ils obéissent, et c'est une très bonne chose. Pour revenir à l'intervention de Arimi tantôt, en parlant des anciens chefs d'État, moi, je pense effectivement que cette mission, ou du moins cette proposition qu'il fait là, pour moi, devrait revenir aux anciens chefs d'État, dont on peut saluer aujourd'hui, n'est-ce pas, cette initiative. Même s'ils n'ont pas été sollicités, ils sont des sages et, comme on dit au Bénin, ils ont posé des pas de sages, n'est-ce pas? Et je pense que effectivement, on ne peut pas régler le problème avec le Niger et penser qu'on a déjà réglé ainsi le problème. On ne peut pas espérer, et je ne sais pour quel intérêt, que le Niger se désolidarise des autres pays de l'AES. Cela n'arrivera pas, ce n'est pas sûr. Alors, le Burkina pose le même problème que posait le Niger juste là, sa sécurité. Les menaces ou la menace que le Bénin pourrait représenter pour cela. Si le Niger est rassuré, le Burkina pourrait être rassuré aussi, et le Burkina a besoin d'être rassuré. Et il est très facile de faire le pont entre le Bénin et le Burkina via le Niger aujourd'hui. Donc, moi, je pense que cette mission revient aux anciens présidents et ça ne leur déplairait pas sans doute de d'aller également vers le Burkina, d'aller vers Ibrahim Traoré, qui sans doute ne leur ferait pas la porte au nez pour
nouer le dialogue également de ce côté-là, pour nouer le pont et régler globalement le problème. Je pense que c'est effectivement cette résolution globale qui pourrait, n'est-ce pas, apaiser la sous-région et, comme nous avions commencé à le dire, arrêter de faire le bonheur des terroristes qui ont belle vie désormais parce que ils savent que ceux qui doivent lutter contre eux ne s'entendent pas, ne parlent pas de la même voix. Donc, ils fuient d'un pays pour un autre euh, sans grande crainte, ou du moins sans avoir l'appréhension qu'il y aurait une coordination, n'est-ce pas, pour les mettre en déroute. Et je pense que c'est possible quand vous prenez l'état des lieux, des choses. Les Burkinabés n'en veulent pas particulièrement au Bénin. Ils disent notre sécurité. Et c'est légitime. Les Nigériens, c'est pareil. Ils n'en veulent pas particulièrement au président Talon, du moins tel que le problème est présenté. Euh, je fais une distinction hein, entre les réclamations du Burkina et, disons, je ne parlerai pas de sincérité, mais au début, moi, j'ai eu l'impression, ça n'engage que moi, que les Nigériens, pour ce qu'ils tenaient, ils le disaient un peu pour punir Patrice Talon. Parce que, bon, on imagine que Patrice Talon a tellement d'intérêt dans cette affaire. Je ne parle même pas du pétrole, ne serait-ce qu'au plan des affaires avec Atral, le port sec d'Alada, ce qu'on peut percevoir sur chaque camion et à qui appartiennent ces camions, suivez mon regard, hein, les conteneurs, ce qu'on peut gagner sur chaque conteneur, etc., etc. Donc, Patrice Talon perd beaucoup dans cette affaire-là. Et je pense que les Nigériens en ont pris conscience. Ils ont pris conscience de l'importance que représente le port de Cotonou pour Patrice Talon, l'importance que eux-mêmes, le pays Niger représente pour Patrice Talon. Et ils ont dit, nous allons le punir. Et ils ne pouvaient pas trouver meilleur argument que eh bien, leur sécurité. Et c'est ce qu'ils ont avancé. Quand vous prenez les deux pays, la menace est plus grande de mon point de vue, hein, du côté du Burkina qui a une frontière terrestre à une large végétation entre le Bénin et le Burkina Faso. Et le Niger qui a quand même une démarcation avec le fleuve. Je me dis, je ne suis pas militaire, mais ce n'est pas les mêmes réalités de sécurité. Quand vous prenez les deux milieux, il me semble que ça doit être un peu plus facile du côté du Niger si on veut contrôler cette frontière-là parce qu'il a ce vide-là de l'eau qu'il faut traverser. Et ça, bon, je dis n'importe quoi. Donc, vous voyez, aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que les anciens présidents continuent à faire ce qu'ils ont si bien commencé en allant également du côté de Ibrahim Traoré. Oui, mais ce que les Nigériens ont reproché pendant longtemps au Bénin, dans cette crise, c'est surtout la déclaration de Patrice Talon à Abuja, soit disant que la CEDEAO était prête à utiliser tous les moyens pour rétablir Bazoum. Est-ce que la nouvelle stratégie de communication qu'on a observée cette semaine, est-ce que c'est la bonne ou on parle peu et on va agir beaucoup? C'est toujours à moi la question. Non, 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 Arimi. Arrivé. OK. oui, au fait, les Béninois ont tort de croire que le Niger fonctionne en fonction des humeurs de Cotonou. C'est pas ce que Patrice Talon pense, ce que le ministre des Affaires béninois a dit. Ils ont dit que nous sommes en relation internationale. C'est pas il a dit que, il a fait que. C'est des actions, c'est tout un ensemble. Et aujourd'hui, je prends même la situation des anciens présidents. Je ne sais pas ce qui est mis à leur disposition, de quels moyens ils disposent pour agir. Est-ce qu'ils ont même un cabinet, des cabinets de statistiques, des techniciens et tout, qui peut déjà préparer les dossiers, aller d'avoir l'information, parce qu'on peut pas demander à deux anciens présidents de débarquer dans des pays qui ont d'autres difficultés que de régler euh, des problèmes d'humeur. Je crois qu'ils sont engagement. Il faut que, par exemple, la diplomatie d'humeur soit mise à leur disposition. Je ne sais pas. Puis il dit, bon, j'ai besoin d'avoir telle information, je veux tel dossier, et je veux écouter telle personne avant d'aller se présenter. Et on ne peut pas les mêler à des séances de travail. Vous prenez le président Soglo, qu'on voit visiblement très fatigué ces temps-ci.
qui a besoin d'aller se reposer pour sa propre santé. On ne va pas le pousser euh, au bout en ce moment-ci, juste parce qu'on veut régler une crise diplomatique. Je crois qu'il faut qu'on voit l'effort de deux côtés. Hein. Et puis, je ne crois pas que les Nigériens se bornent à quelques déclarations. Ce que vous dites par rapport à la déclaration de Patrice Talon à CEDEAO, c'est au lendemain de ça que les Nigériens sont allés déposer des obstacles sur le pont. Bon, d'accord, on va multiplier les obstacles pour que même si les gens devaient passer par le Bénin, et qu'ils puissent quand même avoir des difficultés. Parce qu'au Nigeria, ce n'était pas possible. Le Parlement nigérien a refusé la participation du Nigeria à une agression contre le Niger. On a vu les gouverneurs des États du Nord qui se sont carrément braqués, mais on a vu le Tchad qui a refusé de participer à une quelconque intervention contre le Niger. Pareil pour l'Algérie. Mais les autres qui étaient prêts, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire était loin des frontières béninoises, des frontières nigériennes. Donc, là où ça pouvait venir, c'était le Bénin. Et les autorités béninoises n'ont aucune occasion pour montrer qu'ils étaient favorables à une intervention musclée pour rétablir la démocratie, enfin, ce qu'ils appellent la démocratie au Niger. Donc aujourd'hui, ils sont obligés de discuter avec des gens qui, il y a encore un an, ils étaient prêts à aller déloger ou bien à soutenir une intervention militaire. L'intervention que vous avez observée à Abuja, la réponse le lendemain, c'était de bloquer le pont. Donc maintenant, il est question de blocage. Et le danger est loin de la frontière avec le Bénin. Ils vont apprécier. Bon, je ne sais pas si la déclaration seule leur suffit ou s'il faut des actions de terrain. De toute façon, on a vu que la délégation était fortement militarisée. Donc, certainement, qu'il y a des militaires aux questions qui sont en train de se poser. Donc, ils vont trouver des solutions. Ils vont certainement ouvrir la frontière, mais en ouvrant la frontière, bon, je ne sais pas, on va se rendre au Niger, on va dégeler un peu la situation avec eux, mais la situation avec les États du Sahel, pour le temps entier, surtout avec les coups de semonce, Ibrahim Traoré, c'est ainsi hein, qu'il faut tenir, qu'il faut prendre en compte, qu'il faut prendre en compte et donner des réponses assez claires hein, pour le port puisse retrouver son dynamisme. Mais écoutez, il y a un gros problème dans cette histoire, le port du pipeline. On a l'impression que c'est terminé, mais c'est terminé. Vous avez des kilomètres de ferraille, de je ne sais quelle matière qu'on a mis virage dans nos communes. Quel serait leur sort? Parce que si on les abandonne, il y a forcément un problème écologique à gérer. Est-ce que le Bénin a les moyens de faire face à ce problème-là? On ne peut pas dire oui, bon, le pétrole ne passera plus, on est d'accord. Mais et ceux qui passent dans nos maisons, dans nos champs, et qui passent sur des kilomètres à la longue, quelques années, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va gérer les problèmes, même les problèmes sécuritaires? Qu'est-ce que ça devient? On ne peut pas. Et puis, je ne veux même pas imaginer qu'un investissement de cette envergure soit jeté comme ça, de l'argent jeté dans la bourse de cette manière-là, et que les deux États-là ne puissent pas gérer cet investissement. Un chef d'État pour le monde entier avec aux gens de investir. Ils viennent y mettre des milliards et on est incapable de faire fructifier. Il y a un gros problème. Il y a même un problème de gouvernance. Hein, on ne peut pas se baser sur des problèmes personnels parce que oui, quand on dit on veut punir, on veut faire ci, c'est trop personnalisé. C'est trop personnifié ce débat-là. On veut comprendre qu'est-ce qu'on fait des populations qui sont avec ces frères qui passent dans leur chaîne. J'aurais pu labourer à cet endroit-là. On a dit non, écoutez, laissez, le Bénin va gagner beaucoup d'argent dans ça. Et on les a convaincus, on les a dédommagés et, subitement, c'est plus un gros problème. Et même pour le partenaire chinois qui a pris son argent. Quand même, moi j'ai un gros problème par rapport à ça. Je me pose des questions de savoir comment deux États ne peuvent pas gérer un investissement de cette taille. Hein? Les États considérés comme parmi les plus en retard en matière d'investissement, qui en reçoivent un d'envergure
et qui sont capables et de conseiller, c'est la ceinture de chacun de ces États-là qui en cause. Je me demande bien qui va encore oser venir faire des investissements aussi complexes, hein, aussi onéreux, dans ces états où du jour au lendemain, tout peut changer. On ne sort pas plein, tout le monde était content, on applaudissait. On fait le premier chargement, d'abord, même avant le premier chargement, il y avait un problème. Après le premier chargement, il y a un problème. Ah. Sans oublier les problèmes de sécurité sur le trajet. Et voilà, donc, euh, il y a un problème de gouvernance en général. J'ai l'impression qu'on a créé la division. Je ne sais pas pourquoi. Sinon, je ne vois pas quelles sont les revendications de chaque côté. Le Bénin doit faire comme revendication la réouverture des frontières. Le Bénin est souverain sur ses frontières, comme les autres sont souverains sur leurs frontières. On ne peut pas dire parce que le Niger a fermé sa frontière, et donc on doit cesser toute relation avec eux. On ne peut pas faire, même pour faire passer le pétrole, on ne peut rien. Hein, il faut que chacun reste chez soi. On dit, ah non, les frontières passent par l'autre. En fait, aujourd'hui, nous sommes là pour aider nos écoles, pour aider nos hôpitaux, pendant que vous avez des gens qui sont prêts à nous donner l'argent de la mise en disponibilité de notre territoire. On a un port qui est là. Ça va devenir quoi? Comment on va l'entretenir? À quoi ça va servir si on doit arrêter ce contrat? Voilà. Donc ça, c'est un sérieux problème. Personnellement, je pose la question de savoir comment on en est arrivé là. Et ce sont les entrepreneurs qui ont n'oubliez pas que le Niger s'est engagé avec le Tchad dans un autre projet de pipeline, comme si la destination que tout le monde les intéresse plus. Et que c'est. Alors, voilà les grandes questions, les grandes questions actuellement sur le tapis et qu'on doit mettre sur la tête, malheureusement, des anciens présidents. Je ne les vois pas outillés pour gérer ce problème-là dans les méandres. Hein? Il faudrait de la volonté du part et d'autre. Et ils ont déjà fait le nécessaire. Je crois qu'on doit même commencer par leur dire de se retirer un peu pour que les deux parties puissent parler directement euh, sans qu'il y ait des tuteurs pour les aider à ça, pour les forcer à se parler. Ah, c'est vrai, s'il y a on appelle des blocages, on peut aller les associer juste ponctuellement. Mais puis, va être partie prenante. Hein? Il y a d'anciens présidents partout. Il y en a au Niger, il y en a certainement ailleurs. Je ne sais rien. Et donc, on ne peut pas dire que ceux du Bénin ont une légitimité à conduire des négociations entre ces États-là. Hein, il faut déjà qu'on prévoie les limites, hein, ne pas attendre qu'on remette en cause leur participation avant de se rendre compte qu'en réalité, on aurait pu faire autrement. Ce qu'ils ont fait, pour moi, c'est bien assez suffisant, assez élogieux pour notre pays, pour qu'on capitalise cela et qu'on le tienne définitivement pour un acquis, et non les impliquer pour que demain, eux-mêmes puissent devenir même